Bonjour et bienvenue dans le podcast AWS en français. Comme je le dis chaque semaine maintenant, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter et à nous laisser des commentaires, soit sur les plateformes de podcast sur lesquelles vous nous écoutez, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast. Vous êtes de plus en plus nombreux aussi à nous laisser des petits pouces vers le haut ou des 5 étoiles. Et je vous en remercie parce que c'est ça qui permet de titiller les algorithmes et qui permet de mieux nous positionner, de nous trouver. Une semaine sur deux, vous le savez, dans le podcast AWS en français, j'accueille soit un client, soit un partenaire d'AWS pour parler de leur cas d'utilisation en espérant que ça va vous inspirer également. On va parler architecture et technologie aujourd'hui avec Renaud Alliou qui est cofondateur et CTO de Preligence. Renaud, merci d'être dans le podcast. Dis-moi, Preligence, c'est quoi ? Bonjour, déjà enchanté d'être reçu dans ce podcast AWS, c'est un grand plaisir. Donc Preligence, c'est quoi ? Preligence, c'est une start-up, maintenant on est potentiellement pas loin de 120 personnes, fondée il y a 5 ans et qui travaille sur des logiciels à destination de la défense et du renseignement et des logiciels embarquant de l'intelligence artificielle. Donc ça reste assez haut niveau. Concrètement, on a commencé à travailler beaucoup sur des images satellites, avec ce qu'on appelle de la surveillance récurrente, donc aller surveiller des bases militaires, des zones d'activité en continu pour par exemple compter le nombre d'avions qui évoluent ou savoir s'il y a des sous-marins qui sortent du port. Et puis petit à petit, on s'est diversifié vers aussi des outils qu'on va appeler multi-données, multi-intelligence dans le jargon, et qui vont non pas agréger que de l'imagerie satellite, mais pourquoi pas aussi des flux de news, pourquoi pas des données open source, de l'AIS ou de l'ADS de bateaux qui sont des transpondeurs, ou pourquoi pas même d'autres types d'images satellites libres. Et donc là, on va pouvoir ainsi cross-référencer, on va pouvoir croiser des données, par exemple, d'une image satellite où on voit un navire arriver, avec des données de news, pourquoi pas d'embargo économique, et avec des données par exemple, de transpondeurs de bateaux pour typiquement voir qu'on a des livraisons de pétrole à des endroits où on ne devrait pas avoir le droit, ou des navires qui sortent pour des patrouilles dans des zones économiques exclusives, par exemple. C'est super clair, mais ça me fait, avant de rentrer dans la technique, j'ai plein de questions en t'écoutant. La première est probablement extrêmement naïve de ma part, mais peut-être que les gens qui nous écoutent se posent la même question. Pourquoi l'armée ou des agences de renseignement font appel à des startups pour ça ? C'est leur core business, c'est leur métier de faire d'intelligence, du renseignement. Ils sous-traitent à des startups. Alors le métier d'une agence, c'est comme tu le dis très bien, c'est de faire du renseignement, c'est pas de faire de la technique. Donc nous, on ne fournit pas du renseignement, on ne fournit pas des données, on fournit des logiciels. Donc comme ces agences achètent des OS pour Windows ou Linux pour faire tourner, elles ont besoin de logiciels pour le renseignement. Et en particulier, quand on parle d'intelligence artificielle, aller croiser des données, aller détecter des objets sur des images, aller sortir des signaux faibles avec du deep ou du machine learning, on parle de technologies qui sont assez pointues et qui sont pas toujours, où les compétences ne sont pas toujours internalisées dans les organisations. On est loin, hein, quand on va dans les armées, ça reste, qu'on soit en France, aux États-Unis ou en Asie, on est dans aussi des fonctionnaires, donc ont des contraintes budgétaires fortes, ont des fois des contraintes aussi en termes d'infrastructures, en termes de ce qu'ils peuvent faire en termes de technique, et qui n'ont pas des ressources humaines ou techniques extensibles, et donc ont besoin d'aller faire appel à des fois des entreprises très techniques et spécialisées sur des domaines où elles n'ont pas les compétences. Et donc typiquement, comme les armées achètent des avions à Dassault ou des porte-avions à Naval Group, elles ont besoin d'aller acheter des softwares à certaines personnes, des fois sur des sujets pointus, et dont nous on fait partie. Vous êtes une start-up française, mais vous ne vendez pas que ou pas nécessairement. Enfin, je suppose qu'on ne va pas citer des noms de clients ici, j'imagine, étant le domaine, mais vous avez une vocation internationale. Voilà, exactement. On a une vocation internationale parce qu'on pense aussi, en étant national, il faut penser international. Et c'est-à-dire qu'un des moyens de souveraineté, c'est aussi d'être un leader à l'étranger. Et c'est aussi pour ça, d'ailleurs, qu'on discute aujourd'hui et que nous, on est un partenaire d'AWS, c'est que on travaille en France, on travaille à l'étranger, on travaille dans les milieux anglo-saxons, on travaille aux États-Unis, et en fonction de là où on travaille, on a des partenariats techniques qui peuvent être très forts et très intéressants, et qui ne sont pas obligatoirement toujours les mêmes en fonction des pays. Et cette vocation internationale, pour nous, est clé, que ce soit dans le développement de la société, mais aussi dans
on va dire la philosophie même des services qu'on va apporter, puisqu'on pense qu'on peut les apporter à beaucoup de pays, bien entendu, alliés au sens large. En t'écoutant parler, j'entrevois toute une série de challenges techniques. Il y en a un qui est l'algorithmique, évidemment, le cœur de votre métier, l'intelligence artificielle, avec les problématiques d'entraînement d'algorithmes, de volume de données. Il y a aussi le volet compliance, sécurité, qui est probablement extrêmement important. Est-ce que j'ai raison? C'est quoi les challenges techniques de votre métier? Justement, les challenges, alors il y a le challenge déjà de l'IA quand même, du deep learning qui est un gros challenge, parce que on a des algorithmes qui ont des performances quand même qui sont aujourd'hui assez uniques dans le métier, ce qui nous permet d'avoir ce succès international aux US, au UK ou à l'OTAN. Vous développez vos propres algorithmes ou vous utilisez des algorithmes off-the-shelf et votre art, c'est de les paramétrer, tous les hyperparameters? Malheureusement, j'ai envie de dire, on a testé les algos off-the-shelf, ça correspond pas à nos cas d'usage et ça va pas assez loin. Donc on est obligé vraiment de tout développer, pas seulement nos algos, mais même des frameworks, des plateformes. Enfin, on va assez pointu dans les sujets. Et puis après, il y a bien entendu les sujets techniques liés, même simplement software, j'ai envie de dire, même si c'est loin d'être simple le software, mais lié au fait que on a des contraintes de sécurité, de compliance fortes. On a certains produits qu'on peut ne déployer qu'on-premise, c'est-à-dire chez le client. Donc là, on peut pas passer par du cloud. Des fois sur des données ou des environnements qui sont sensibles. Et on a aussi des contraintes quand on passe par du cloud, puisque on arrive à vendre aussi nous des plateformes SaaS à des clients défense. Avec des contraintes, on doit montrer certains niveaux de sécurité, certains niveaux de gouvernance, certains niveaux de souveraineté aussi, qui nous obligent à justement à passer pas obligatoirement par des fournisseurs différents en fonction des clients et puis avoir des contraintes fortes sur qu'est-ce qu'on peut utiliser et pas utiliser. Je vais essayer de les prendre dans l'ordre. On peut commencer par quoi? Par l'intelligence artificielle, par exemple. Donc, chez vous, on ne parle pas de PyTorch, d'MXNet, etc. C'est votre sauce maison, mais ça veut dire que dans les 120 personnes de Preligence, il y a une armée de data scientists et de PhD en intelligence artificielle. Alors sur les 120 personnes, alors ça évolue toutes les semaines, donc mais sur les 120 peut-être aujourd'hui, on doit avoir quasiment 70 techs qui travaillent, que ce soit en IA ou en software. La frontière est pour moi assez poreuse, c'est-à-dire que tu as des gens à un bout qui vont être dans la recherche, et puis tu as des gens par exemple à l'autre bout qui vont être vraiment dans l'UX UI sur le front-end. Mais au milieu, ça se rapproche très rapidement. C'est-à-dire que puisque tu vas avoir, tu veux des data scientists qui vont faire apprendre des algos, mais ils vont être capables aussi de faire du code, de mettre ce code en production. Et donc en fait, la frontière entre software et AI est quand même de plus en plus poreuse dans des sociétés comme la nôtre. Mais par contre, pour revenir sur ta question, alors on utilise TensorFlow, mais on utilise donc nous plus TensorFlow, mais on a reconstruit tout un framework par-dessus, basé sur Docker, basé aussi sur des technologies Python, etc., mais qui nous permet d'industrialiser justement nos outils. Donc paramétrer justement ces réseaux de neurones de manière custom assez facilement, comme faire des recherches de paramètres, comme aussi faire des évaluations automatiques et en lançant en parallèle plein de calculs pour évaluer les performances sur des dizaines. Qu'est-ce que le cloud vous apporte? Alors justement, c'est cette capacité d'avoir de la capacité de calcul à la demande, de la taille que vous voulez, avec tous les types d'instances EC2. Voilà, ça c'est exactement ça, ce que le cloud nous apporte. Une des premières choses, c'est scaling, que ce soit en termes de stockage, parce qu'on stocke aussi beaucoup de données. Bien entendu, les images satellites, c'est gros, c'est lourd, c'est compliqué à stocker. Simplement stocker un objet de 10 gigaoctets sur un disque dur, si on a lui-même, si on doit l'administrer, faire nous-mêmes la redondance, c'est pas simple. L'intérêt du cloud, c'est que moi je glisse and drop mon image de 10 gigas et puis je m'occupe pas du reste. Donc c'est souvent c'est oublié aujourd'hui. Maintenant on est habitué au cloud, c'est oublié, mais quand on retrouve des contraintes on-premise chez les clients, on se rend compte à quel point c'est complexe. Et donc c'est scalabilité. Quand je parlais justement de pouvoir lancer des tests un petit peu partout, ça c'est justement de la scalabilité, des API pour pouvoir se dire on branche à notre système une API C2 et on se dit
lance-moi des évaluations de perfo sur toutes les images de désert que j'ai dans ma base de test. Et donc là, on va taper l'API, on va chercher sur S3 toutes les images de désert et puis on va évaluer tous les algos dessus. Et ça en quelques dizaines de minutes. Donc ça, c'est en effet assez unique et c'est ce que vous apportez le cloud. Quel type de workload, enfin quel type de performance? Est-ce que c'est très parallélisable? Je reformule ma question. Est-ce que c'est très parallélisable? Vous lancez plein de machines en même temps? C'est des gros clusters de plusieurs dizaines, centaines de machines, ou c'est une ou deux très très grosses machines? Alors c'est entre les deux. Désolé. C'est qu'on a quand même un nombre non négligeable de machines, hein, que ce soit chez vous, que ce soit on-premise, que ce soit chez les clients ou même d'autres fournisseurs éventuellement. Mais on utilise quand même des machines qui ont besoin d'être assez puissantes. Donc typiquement on va utiliser des G4 ou des P3 pour les trainings ou les inférences parce que les images satellites et les réseaux qu'on utilise sont quand même des choses assez trapues. Donc sur les G4 par exemple moi j'aime beaucoup les machines, hein, les EC2 G4. On utilise les versions quand même avec 32 Go de RAM parce que même pour une inférence il nous faut quand même charger beaucoup de données d'images ou beaucoup de données texte pour avoir des inférences qui sont pertinentes, donc ça consomme beaucoup de RAM. Mais on n'est pas non plus dans des... ce qui est intéressant, hein, c'est que on n'est pas non plus à des échelles que je pourrais voir dans d'autres startups IA. On s'imagine le renseignement, on a tous des images. Moi, je me souviens des limites d'étage, je saurais de film, même si c'est un peu complotiste, je le trouvais très distrayant, où on a l'impression que la NSA agrège toutes les données, les satellites qui pointent à n'importe quel moment. Faut voir qu'en fait, quand on compare à des startups qui vont crawler, par exemple, du Instagram ou faire des données de texte sur de l'image, sur de la voiture autonome, on a des échelles de données qui sont très très inférieures. C'est-à-dire qu'on est c'est pas comparable, c'est-à-dire qu'on traite en un mois ce qu'ils vont traiter en une journée. Donc à la fois on est dans du big data, mais à la fois on est dans du small big data par rapport à certains, et donc on n'a pas non plus des enjeux de scaling de centaines de milliers de machines comme peuvent avoir certaines applications. C'était quasiment un sujet de philo du bac, ça. Les réseaux sociaux génèrent plus de données que les instituts de renseignement. À un niveau que voilà, un niveau qu'on, je pense. Allez-y, vous avez 3 heures. Comment vous acquérez les données de vos clients? Je suppose qu'on ne partage pas les données satellites d'un client avec un autre, donc ce sont des environnements assez siloisés. Et comment ça se passe? Vous leur donnez une access key S3 et c'est eux qui upload, ou c'est plus sophistiqué que ça? Alors on a vraiment différents moyens de fonctionner, hein. On a à un bout de la chaîne, on a vraiment le software qu'on livre chez le client. Et donc là, on le pose, on imagine là, c'est comme dans les films. C'est le bunker sans fenêtre, on laisse notre téléphone, notre PC à l'entrée, etc. On pose le software. Et puis on a une petite idée de ce qu'ils en font, mais bon, en vrai, on est voilà, c'est une intuition de ce qu'ils font avec notre software. Je t'interromps avant d'aller plus loin. Ça veut dire que dans ces cas-là où vous déployez vos logiciels on-prem, c'est toute la chaîne, c'est l'entraînement et l'inférence. Donc c'est un tout, ou c'est juste l'inférence? Souvent on déploie plutôt le logiciel avec la partie simplement inférence. Les outils de data science interne, on les déploie peu chez les clients, non pas que c'est qu'on veut pas le faire, c'est qu'il faut on va dire, on a aujourd'hui, on doit avoir 50 data scientists qui travaillent sur du renseignement. Finalement, c'est beaucoup par rapport à d'autres sociétés privées. Et je pense, je ne connais pas les organigrammes des clients en France à l'étranger, mais ça reste beaucoup en fait, même je pense par rapport à des États. Et que du coup, il faut, pour déployer des outils de data science, il faut quand même des offres, des efforts, enfin des capacités chez nous, chez le client. Et donc on le fait, mais on le fait pas chez tout le monde. Il y a des organismes qui sont plus petits que d'autres et qui vont avoir peu de data scientists ou peu de développeurs, voire pas du tout. Et donc là on va déployer juste de l'inférence. Et donc là, c'est le cas où le client déploie on-prem, c'est un cas logiciel assez classique. Ils achètent une licence ou un abonnement et vous venez faire l'installation, et puis après, vous n'avez aucune idée de ce qui se passe dans la boîte noire. Quels sont les autres cas? Et donc, on va aussi déployer des SaaS, des logiciels SaaS, où là, on va utiliser des données commerciales. Donc, soit le client a un abonnement commercial, et du coup, on va, avec une API, brancher son abonnement à nos logiciels, voire il va lui-même éventuellement, dans nos logiciels SaaS, inputter ses données.
Soit on peut être nous avec un partenaire faire le bundle, c'est ce qu'on fait par exemple avec Airbus, hein, où on va agréger. On a été voir Airbus, on s'est dit nous on a du traitement, vous avez des données satellites, on a des clients qui ont envie d'essayer des logiciels un peu SaaS, un peu plus flexibles que peut-être des choses qui étaient l'habitude. Du coup, on va travailler avec eux et vendre quelque chose ensemble. Et ensuite, nous, il y a toute la partie quand même pour développer, pour l'entraînement, pour développer nos logiciels, les tester, entraîner nos algos, etc. Là, nous, on va acheter des données commerciales et on va se les procurer, et des données qui sont intéressantes pour les. Bien entendu, on n'a aucune donnée de nos clients chez nous. C'est une évidence. Je l'aurais dit au cas où. Mais du coup, même quand tu travailles dans la défense, tu peux quand même profiter, que ce soit, on parle de cloud, mais en termes de flexibilité, c'est pareil pour les fournisseurs de données. Tu peux être intelligent et se dire, en fonction du client, en fonction du besoin, je vais aller sur du souverain, je vais aller sur du SaaS, je vais aller sur du cloud, je vais aller sur du on-prem. Je vais passer par un fournisseur anglais, allemand, français. Et donc en fait, on joue avec tous ces panels pour servir au mieux nos clients. Et donc être aussi très flexible. Donc votre plateforme de développement et de test est sur AWS, mais en termes de déploiement, vous êtes flexible en fonction des besoins du client. Ça peut être on-prem, ça peut être chez d'autres acteurs cloud, si j'ai bien compris. Ça peut être chez AWS également. Ça aussi, ça a une contrainte sur l'architecture. Ça veut dire que vous ne pouvez pas utiliser des services à valeur ajoutée, ou à plus haute valeur ajoutée comme SageMaker. Vous devez rester sur de l'infrastructure pure. Alors, certaines de nos plateformes de développement sur AWS, hein, je le dis pour certains clients, donc on s'était engagé, ou certains sont engagés. Donc oui, certaines sont sur AWS, en particulier pour les clients anglo-saxons qu'on a. Et oui, alors on ne peut pas, oui et non, c'est-à-dire que on utilise beaucoup S3 et on a utilisé par exemple des services comme Minayo, je ne sais pas si vous connaissez, qui vont permettre de fabriquer un S3 à peu près partout où on a des disques durs, du FTP ou n'importe où. Donc ça nous permet en fait d'avoir quasiment la même API qu'on soit sur S3 ou qu'on soit chez le client. Après, on utilise quand même et on utilise toujours en particulier pour des clients américains des services type ECS ou ECR, type Fargate ou type même des Lambda pour faire des prototypes rapidement ou pour faire des choses où on sait qu'ils vont rester on-prem et sur des clients anglo-saxons. Donc là, on utilise typiquement beaucoup de choses en serverless parce que ça permet de vraiment simplifier beaucoup le job. Et puis aussi, ça nous arrive pour des démonstrations ou pour tout un type de clients d'utiliser ce genre des services hébergés pour aller vite. C'est-à-dire que déployer un service on-premise sur des données souveraines, ça prend du temps, ça a un coût important, que ce soit pour nous, mais pour le client. Des fois, il peut être intéressant de dire, bon, reprenons un peu de hauteur, on vous fait un petit proto, un petit proto en cloud, en SaaS, des fois sur des données peut-être qui peuvent même avoir rien à voir, hein, au lieu de, on va pas aller regarder la Libye, on va regarder la région parisienne, et puis on fait comme si, on joue. Mais au moins le client, lui, il connaît son cas d'usage, il se projette très bien. C'est des gens qui sont très pointus dans leur métier, donc ils peuvent très bien se projeter. Et l'intérêt, c'est qu'avec des services cloud, on peut aller super vite. Et donc en 2-3 mois, on fournit un proto. Ils nous disent ouais, c'est bien. Maintenant, on va déployer à l'échelle et on va commencer à parler de choses un peu plus sensibles. Ou ils nous disent non, franchement là, désolé, ça correspond pas à nos cas d'usage. Et ça, c'est aussi un gros intérêt du cloud, c'est que même quand on fait des choses comme nous très sensibles on-premise, avec des contraintes fortes, on a un intérêt des services hébergés parce que ça nous permet des fois d'aller très vite. On l'a fait par exemple sur des cas Elasticsearch, on l'a fait sur du serverless, on l'a fait même sur des protos. On a des utilisations très complexes en termes d'IA et donc on a dû redévelopper nos frameworks, mais on a fait plusieurs fois des protos sur SageMaker pour tester vraiment des choses où des gens nous posent des questions où c'est pas notre cœur de métier, ils nous posent mais est-ce que ça c'est possible, est-ce que vous savez le faire? Voilà, moi je spin up SageMaker, je mets 2-3 données que j'ai annotées à la main, etc. Et hop, et on regarde, et en quelques jours, quelques semaines, on voit si ça marche. Et donc ça, c'est hyper utile pour nous. C'est vraiment clé d'avoir des
des partenaires pour pouvoir faire ça. J'adore ce que tu dis parce que je fais souvent des speeches où je parle d'innovation et où j'explique que les clouds en général permettent d'innover rapidement en pouvant tester des idées rapidement et à moindre coût. Pouvoir fermer des portes, pouvoir dire non, ça marche pas, ça c'est pas bien, avant de devoir engager des montants ou du temps extrêmement coûteux. On a parlé machine learning, on a parlé infrastructure avec votre caractéristique qui est propre à votre métier de devoir déployer à différents endroits. Quid de la sécurité? Et beaucoup de nos clients nous disent le cloud est plus secure que nos data centers, mais en termes de sécurité, je suppose que vous évoluez dans un monde qui est encore différent de ce qu'on connaît dans les entreprises privées. Comment les clients voient les clients dans cette industrie-là voient la sécurité du cloud? Ça doit être très différent à mon avis d'un pays à l'autre. Il doit y avoir des cultures, des mentalités différentes. Là. Alors chez nous, la sécurité elle regroupe trois sujets. Il y a le premier sujet qui est la classification. C'est-à-dire que et ça, il y a pas beaucoup de créativité. Hein. On regarde en France, c'est l'IGI 1300. Il y a d'autres pays, c'est d'autres. On va regarder la loi. On va regarder, on télécharge le PDF, puis on regarde ce qu'on a le droit de faire ou pas. Et puis il n'y a pas à être créatif, on fait. Et puis à la fin, on a un tampon de l'organisation. Et puis, bon, je la mets de côté. Ça, quel que soit le pays, hein, qu'on soit Secret NATO ou qu'on soit confidentiel défense en France, c'est pareil. Chacun a ses lois qui sont très strictes, etc. Après, il y a le sujet de la souveraineté, parce que la sécurité, ça implique la souveraineté. Enfin, ça implique pas que la souveraineté, mais c'est des sujets qui se recoupent. Et donc ça, en fonction, comme je l'ai dit, en fonction des clients à qui on parle et des pays à qui on parle, on a des enjeux de souveraineté et des gens qui vont nous demander d'être plus ou moins souverains, d'être sur plus ou tel fournisseur, en fonction des enjeux de souveraineté qu'ils vont avoir. Et pour moi, la souveraineté et la sécurité sont deux sujets qui se recoupent, qui des fois peuvent être en compétition, parce que on va dire quand j'ai mes données sur AWS, objectivement, c'est plus sécurisé par rapport à un pirate lambda que si je les ai dans mon serveur chez moi. Puisque vous avez des équipes, quand on voit le budget que met AWS dans la sécurité, le jour où moi j'arrive à mettre un tiers de ce budget-là ou même un centième de ce budget-là, c'est que j'ai vraiment beaucoup réussi. Mais à côté, on va me dire oui, mais attention, ces données-là, on veut pas qu'elles soient sur un serveur américain, on veut pas qu'elles soient sur un serveur français, on veut pas qu'elles soient sur un hébergeur qui n'est pas de bon pays. Et donc là, on va arriver dans des enjeux plus pratiques de sécurité. C'est comment je réconcilie le fait d'avoir les enjeux de souveraineté et les enjeux de sécurité. Et donc là, je vais choisir des fois AWS, je vais des fois choisir de moi implémenter ma propre solution, ou je vais aller avec même d'autres fournisseurs. C'est-à-dire qu'on connaît des startups, il y a Shield, il y a des gens comme Allvid, il y a quand même un gros écosystème cybersécurité en France, que ce soit en termes de communication, de chiffrement, qui permet d'aller piocher dans pas mal de cases. Moi, sur l'enjeu de sécurité, je pense vraiment qu'il faut être pragmatique et aller prendre ce qu'on a besoin au bon moment. Alors ça paraît un peu bateau ce que je dis, mais il faut pas être dogmatique. C'est-à-dire que, et surtout quand on parle de souveraineté, il faut pas être dogmatique. Et je sais pas si vous avez vu passer ce papier de Doctolib où il y avait eu un petit peu de polémique parce que les gens disaient mais Doctolib stocke ses données sur AWS. Mais Doctolib expliquait oui, je stocke mes données sur AWS, mais en fait ces données sont chiffrées par une solution française. Et donc j'ai de la souveraineté parce que AWS ne peut pas déchiffrer mes données et donc même avec un Cloud Act, ils pourront pas déchiffrer mes données parce que la solution qui me permet de les chiffrer est une solution française et souveraine. Et je pense que ça, c'est un bon exemple de souveraineté et de sécurité où on peut être intelligent et ne pas se dire si je veux de souverain, c'est obligatoirement avoir des serveurs chez moi en bas dans ma cave qui sont français. Que je peux toucher. Donc voilà, donc le cloud, moi me donne, on va dire, pour résumer, le cloud en termes de sécurité me donne une corde de plus à mon arc. Tout ça, c'est des boîtes à outils en termes de CTO que j'utilise, et ça me donne une corde à mon arc que je peux utiliser à bon escient, et qui des fois me rassure beaucoup, en particulier quand maintenant on commence à être un peu nombreux, mais quand t'es 10, 5 ou 10, pouvoir s'appuyer, ou même 30, pouvoir s'appuyer à l'échelle sur la puissance d'une société comme AWS et pouvoir dormir tranquille en se disant elles sont sur AWS, mes données, j'ai très peu de risques.
c'est quand même hyper confortable. Et même maintenant, hein, même à 100, 200, quand j'ai des données non sensibles, pouvoir me dire que elles sont chiffrées nativement en ayant coché chiffré pour pouvoir les versionner, versionner mes données, c'est quand même hyper pratique. Aussi pour pouvoir auditer un setup de sécurité, est-ce qu'il y a des clients qui vous demandent de pouvoir prouver que la sécurité est conforme à leur niveau? Ouais, on a pas mal on a des audits et des besoins, que ce soit l'ANSI, d'Irizy, etc. Et c'est vrai que là, l'intérêt, c'est que les solutions cloud sont très claires, sont souvent très claires. Donc ça permet de bien comprendre ce qu'on peut faire et pas faire. Et donc on a une lisibilité qui est forte. Moi, c'est ça que j'aime beaucoup, hein, c'est qu'on a une très forte lisibilité. Donc moi, je sais exactement ce que je peux faire et pas faire, et donc je fais ce que je peux faire, je ne fais pas ce que je peux pas faire, et puis je reste dans les clous. Mais c'est très lisible, c'est très flexible, et donc ça m'enlève beaucoup de charge mentale, comment dire. Comment tu vois le futur, l'évolution de la plateforme liée à vos évolutions métiers? Comment le cloud pourra vous aider encore plus dans le futur? Quels sont tes chantiers, sans rien dévoiler de confidentiel évidemment, tes chantiers pour cette année, l'année prochaine et au-delà? Mes chantiers, c'est de continuer à on va dire, on a un enjeu d'arriver à standardiser au plus possible entre du cloud, du on-prem, du hosté, du self-hosted, etc. Et donc ça, on regarde certaines technologies, il y a des choses qu'on n'a encore pas le temps de faire aujourd'hui, mais de plus en plus, je pense que l'avenir va aller vers là. C'est-à-dire que dans notre milieu, c'est-à-dire d'avoir des systèmes que quand je installe aux US sur un GovCloud, quand j'installe en France sur un cloud Secnum Cloud, quand j'installe on-prem chez le client ou quand je déploie en SaaS, et ben j'ai la même install et j'ai quasiment des variables à changer. Donc c'est pas demain. Il y a des outils qu'on a commencé à regarder. Par exemple, qu'on a. Je me souviens plus du nom. Il y a Terraform, il y a des choses aussi. EKS, je crois. CDK. Ouais, voilà, EKS Distro qui peuvent faire ça. Distro, ouais. Après, c'est des outils qui peuvent être contraignants, hein, parce que ça veut dire qu'il faut aussi reprendre toute la stack. Donc aussi, il faut. Et puis il y a des complexités, mais je pense que moi, l'avenir à 2-3 ans, je crois beaucoup dans notre écosystème défense à ça. C'est-à-dire qu'avoir des vrais softwares qui soient hybrides et qui puissent s'installer de manière différente dans différents environnements. Quand tu dis hybride, c'est qu'ils puissent se déployer facilement et avec la même procédure d'installation dans différents environnements. C'est pas nécessairement qu'ils fonctionnent en mode hybride. Non, c'est à travers cloud. Ok, d'accord, bien compris. Effectivement, un challenge et pas que dans le domaine de la défense, probablement pour beaucoup de monde privé également. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non, j'étais très content de pouvoir discuter sur ce podcast et puis j'espère que j'ai pu éclairer certaines de tes questions. Avec beaucoup de clarté et beaucoup de messages assez inspirants. Renaud Alliou, cofondateur, CTO de Preligence, merci d'avoir été dans le podcast AWS en français. Merci d'être resté jusqu'au bout pour vous qui nous écoutez. Rendez-vous la semaine prochaine pour parler des nouveautés d'AWS, puisqu'on alterne une semaine avec un client comme Renaud aujourd'hui, et puis une semaine où on passe en revue les dernières nouveautés des services et fonctions. À la semaine prochaine. D'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.